Merci d'être venus encore plus nombreux. Vous ne pourrez malheureusement pas être encore plus nombreux la prochaine fois. Voilà. Alors, heureusement, j'avais prévu de ne pas faire cours en février, je pensais ne pas être en France. Et ben là, en fait, ça tombe très bien parce que si on est reconfiné en février, comme ça a l'air de s'annoncer, les cours, on ne va pas rater de cours. Ça reprendra en mars. Voilà. Bon, alors, on avait vu dans le premier cours, qui est déjà en ligne, hein, sur ceux qui veulent le suivre, on avait vu sur donc cette argenterie royale sassanide et d'Asie centrale, enfin, argenterie de prestige, parce qu'on ne va pas étudier que l'argenterie royale. Nous avions vu donc l'état de la documentation, le progrès des études, et quelques problèmes de base qui se posent sur disons, la fonction de ces objets, leur statut social, leurs conditions d'utilisation, de circulation, etc. Maintenant, donc, nous allons reprendre le dossier, les séries, en fait, d'une manière plus systématique, avec beaucoup d'exemples. Alors, il faut. D'où sort l'argenterie de prestige sassanide? La réponse n'est pas complètement évidente. Il y a un héritage parthe, c'est sûr, comme tout dans l'art sassanide, mais il n'est pas très attesté pour l'argenterie. Il s'est un peu enrichi depuis la publication du catalogue Arts of the Hellenized East, dont je vais être amené à parler, qui est beaucoup fondé, enfin c'est la collection du Koweït en fait, fondée principalement sur des fouilles clandestines en Afghanistan, mais il n'y a pas énormément de spécimens, et puis curieusement, je crois à ma connaissance, on n'a pas du tout d'argenterie royale parthe venant de la dynastie arsacide elle-même. Ce qu'on a semble plutôt venir de royaumes vassaux, ce qui serait conforme à la structure très décentralisée de l'Empire parthe. Alors bon, ici on a un bel exemplaire justement dans ce catalogue du Koweït avec une scène de chasse. Je vous dis tout de suite, c'est pas les conventions de la scène de chasse sassanide. La scène de chasse sassanide est rarement à pied et généralement il y a deux animaux. Donc on voit que des scènes de chasse à image royale, il y en a eu, mais c'est un art qui n'est pas dans la continuité directe. Quelque chose qui semble hériter de l'époque parthe, c'est ce qu'on voit beaucoup au début du répertoire sassanide, ce sont les portraits en médaillon de dignitaires. Alors dans certains cas, c'est des dignitaires de la cour, parfois identifiés par l'inscription, parfois non. Parmi ces dignitaires, il y a des dames, vous voyez. Et puis, dans un cas, ces portraits en médaillon représentent la famille royale. Alors, c'est Bahram II, 276-293. On l'identifie très bien par comparaison avec les monnaies. Il est ici. Et on a tout autour, on a donc le roi de Foix, le roi de Foix, la reine et le prince héritier, chacun identifié par une couronne. Alors, j'attire votre attention sur l'objet sur lequel se trouvent ces médaillons. C'est la réplique d'un canthare gréco-romain. C'est une forme de vase complètement occidentale et ça va disparaître rapidement du répertoire sassanide. Une forme qui a été typique à l'époque parthe, c'est le riton, la corne à boire. Là, alors, on avait vu il y a quelques années les ritons d'ivoire de Nizza. Bon, on a maintenant une belle série de ritons parthes, ces merveilleux ritons qui représentent un lynx, vous voyez. Mais cette forme du riton ne semble pas être restée populaire à l'époque sassanide. Plutôt, on en a certains dans les musées, mais ce sont des objets dont l'authenticité semble souvent douteuse.
on voit que le riton s'est conservé à l'est. Ici, sur une peinture de Penjikent, un personnage qui boit dans un riton sans doute en or, avec une tête de bélier. Là, on a ça en Sogdiane, on a ça à l'est, mais ça n'est pas la forme qui semble avoir été restée caractéristique pour l'époque sassanide. Alors, en l'état actuel de nos connaissances, l'argenterie royale sassanide sous forme de grands plats à but proclamatif paraît quand même surtout inspirée par Rome, dans un contexte qui est un contexte de compétition idéologique qu'on a récemment identifié dans d'autres médias, les reliefs et les revers des monnaies. Cette argenterie royale surgit dès le début de la dynastie sous une forme très contrôlée et se poursuit jusqu'à sa chute, et même au-delà, dans des monarchies disons, qui se revendiquent du même héritage culturel. Et puis, elle se poursuit donc commanditée par des cours post-sassanides, et il y a aussi des imitations de vaisselle royale sassanide, c'est-à-dire que ces objets avaient acquis, en dehors des circonstances dans lesquelles ils avaient été produits, ils avaient acquis en soi une valeur de prestige qui faisait qu'on a continué à les imiter bien après. Alors bon, là, c'est tout un problème qu'on sera amené à aborder, parce qu'évidemment, là, ça rencontre la question des faux modernes. Entre imitation post-sassanide et faux moderne, la frontière est parfois très ténue. Bien. Alors, la propagande royale. Comme je l'ai dit dans mon premier cours, il y a un ouvrage fondamental sur l'imagerie royale de l'argenterie sassanide, c'est l'ouvrage de Prudence Harper, 1981, Silver Vessels of the Sassanian Period, tome 1, Royal Imagery. Le tome 2, sur l'imagerie non royale, n'est jamais paru. Alors, ce que Harper a définitivement montré simultanément à Boris Marchak, nous allons voir que leurs avis n'ont pas coïncidé sur tout, mais enfin, ils sont d'accord sur le fait qu'on doit distinguer deux écoles qui se distinguent à la fois par le style et la technique. Alors, ces deux écoles divergent à partir du début du IVe siècle, donc trois quarts de siècle après la fondation de la dynastie, et ils se détachent d'un fond commun qu'on peut appeler le style naturaliste, qui est encore très hellénisant, notamment dans la représentation des drapés. Et puis ces deux écoles se suivent jusque, semble-t-il, à peu près le début du VIe siècle. Et puis à ce moment-là, pendant le dernier siècle sassanide, l'impression c'est qu'elles fusionnent en même temps, tout en s'enrichissant, tout en innovant. Alors cette école naturaliste, elle est représentée principalement par les plats en médaillon que nous venons de regarder. Un beau spécimen. Oui, on a également donc alors je regarde là, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas. Oui. Nous avons un plat qu'on peut lui rattacher, qui semble être de la fin du IIIe siècle. Alors, c'est un prince qui est identifié par l'inscription sous le nom de Vahram, mais on ne donne pas son titre. L'idée, c'est qu'il s'agirait de quelqu'un qui est devenu roi sassanide, mais représenté alors qu'il était simplement vice-roi d'un royaume vassal. Alors, ça peut être Vahram Ier ou Vahram II, fils et petit-fils de Shapur Ier. C'est une période pendant laquelle on n'a pas encore l'image du roi lui-même sur les plats. Ça commence avec des images qui sont princières. Alors, autre très bel exemple de l'école naturaliste,
c'est le plat dit de Shemaha. Il a été trouvé donc, je crois que c'est dans le Caucase. C'est pareil, c'est un prince qui ne porte pas une couronne identifiable par ailleurs, et ce plat est une remarquable réussite esthétique. Il tire un ibex. C'est encore pas éloigné par la composition du plat part qu'on avait vu au début. Voilà, c'est encore dans cette lignée. Et puis, donc, encore une fois, quand même vraiment très proche de modèles gréco-romains. Donc, les deux écoles se dégagent dans la première moitié du IVe siècle et se distinguent à la fois du point de vue stylistique et du point de vue technique. Alors, ce qui semble être l'héritière la plus directe de l'école naturaliste, c'est l'école dite à ligne continue ondulée. Bon, on les définit par le style de draperie, selon un procédé qui a été beaucoup utilisé par les spécialistes de sculpture gréco-romaine. C'est avant tout la manière de rendre le drapé qui permet de distinguer les écoles. Alors, on a l'école à ligne continue ondulée, et puis vous allez voir qu'on a l'autre école à ligne couplée segmentée. C'est le meilleur critère. Alors, cette école, je vais être amené à revenir sur ce plat, parce qu'il pose un certain nombre de problèmes. Disons plutôt, il amène un certain nombre de commentaires. Cette école qui semble être dans le prolongement de l'école naturaliste du début semble se provincialiser assez vite. Elle devient provinciale de l'Est, mais avec ce terme comportant certaines difficultés dont je vais être amené à reparler. Du point de vue technique, la seule technique utilisée, c'est le martelage et le ciselage à froid. C'est-à-dire que c'est absolument pas, c'est pas du repoussé. La coque est unique. Alors, on a dans le monde gréco-romain des plats à double coque, donc c'est repoussé, la coque supérieure est travaillée au repoussé, et la coque inférieure est plate, pour qu'on ne voit pas le motif en négatif. Ça n'est jamais le cas avec les plats sassanides. Quand c'est le cas, c'est du post-sassanide, où ce sont des faux modernes. Mais les historiens de l'art ont longtemps cru que c'était des plats à double coque. Et en fait, ce qu'ont remarqué Harper et Meyers dans leur livre fondamental, c'est que les faussaires modernes ont fait la même erreur que les historiens de l'art. Ils ont cru que c'était la technique de la double coque. En fait, non. Donc, martelage et... alors, par ailleurs, aucun plat sassanide authentique n'est coulé dans des moules à la cire perdue. Ça n'existe absolument pas. Donc, cette école connaît donc uniquement le martelage et le ciselage à froid. Et puis on a la deuxième école qui est dite à ligne couplée segmentée. Alors vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, assez souvent, les lignes vont par deux. Bon, si vous voulez, c'est un drapé plus schématisé, plus conventionnel, et ça n'ondule pas sur tout le corps. Voilà. Alors, cette technique est en fait la plus représentée dans le matériel conservé aujourd'hui. Voilà, un magnifique exemple, très souvent reproduit, c'est, je crois, le roi Pérose à la chasse. Alors, vous voyez, on voit que, bon, évidemment, ici, c'est très raffiné, le pli du pantalon est assez naturaliste, mais globalement, c'est l'école à ligne couplée segmentée. Alors, cette école a une spécificité technique. Pendant 2 siècles, ils utilisent systématiquement des pièces insérées, ce que ne fait pas l'autre école. C'est-à-dire que les motifs principaux sont faits avec des pièces qui, elles, peuvent éventuellement être moulées, mais en tout cas fabriquées par ailleurs, et on voit très bien ici qu'ils sont insérés dans la coque par des incisions latérales. On soulève, on fait une espèce de saignée dans la coque,
on insère la pièce et on rabat en martelage. Voyez, on voit tout de suite ça parce qu'on observe des sutures. Et évidemment, on voit ça encore mieux quand ce n'est pas bien conservé et que le plat a commencé à perdre ses pièces. Et le reste de la composition est complété par martelage et ciselage. Alors, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est une conclusion que partagent Harper et Marshak. Cette école, c'est l'école de la cour. C'est une école, c'est une école qu'on peut dire Iran occidental. Qui dit école de la cour ne dit pas forcément Ctésiphon ou le Fars. La cour était itinérante. Donc les artisans de la cour étaient itinérants aussi. C'est une situation qu'on retrouve exactement de la même manière dans le monnayage. Dans le monnayage sassanide, on a des ateliers provinciaux qui sont identifiés par des signes, et puis aussi on a un atelier qui est l'atelier de la cour. Au lieu d'un nom de ville, on a sur les monnaies BBA, qui est la notation idéographique du mot persan, dar, qui veut dire la cour. Et on sait très bien, on a la preuve que cet atelier monétaire de la cour, il n'était pas dans un seul endroit, il suivait la cour. L'endroit où la dépense publique était maximale, c'était la cour. Et en plus, c'est là qu'on soldait les armées. Donc cet atelier suivait la cour. C'est pareil pour les plats. Cet atelier, très certainement, bien que le lieu d'exécution ne soit jamais indiqué, mais on a tout lieu de penser qu'il était itinérant avec la cour. Alors, du point de vue de la finition, ce qui est en commun dans les deux écoles, c'est la dorure. Hein, mais cette dorure, elle est toujours partielle. Il n'y a pas d'exemple de dorure complète. Dans certains cas, c'est assez discret, dans d'autres cas, c'est plus... voilà, c'est davantage couvrant, mais c'est jamais complet. Alors, commençons par un survol général. Voilà, j'ai donc indiqué les critères de différenciation. Maintenant, on va descendre un peu plus dans le détail. L'école de la cour. Alors, cette école, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il s'agit de l'école de la cour, on sait maintenant qu'elle utilisait une seule source d'argent, une seule mine, et c'est la mine de la monnaie royale. Je cite, du point de vue du répertoire, je cite ce qu'écrit Harper, les productions de cour sassanides centrales obéissent à des règles strictes et suivent certains modèles d'iconographie et de composition également établis pour les productions dynastiques dans d'autres médias, les monnaies, les reliefs rupestres. Alors, dans cette école, les rois sont vraiment clairement identifiés par leur couronne. Voilà, d'après les monnaies, donc là, il n'y a aucun doute sur l'attribution des couronnes puisque c'est indiqué par la légende. Donc je l'ai dit la dernière fois, les monnaies sassanides ne sont pas des portraits. Le seul dont on a à peu près le visage, c'est le fondateur Ardashir, et éventuellement Chapour Ier. Après, c'est complètement stéréotypé. Bien, ils ont tous la même tête. Les têtes se ressemblent les unes les autres. Bon, d'accord, ça se distingue par les couronnes, il y a quand même quelques pièges. Il y a deux pièges. D'abord, il y a des rois qui ont eu plusieurs couronnes. Et on a la preuve qu'au moins Chapour II, dont le règne a été très long, a utilisé plusieurs couronnes sur ses monnaies, mais aussi sur ses plats. Bien, ça c'est une première difficulté. Autre difficulté, c'est que des souverains qui portaient le même nom ont eu tendance à copier leurs couronnes les uns sur les autres. Chapour III, là je n'ai pas vraiment le détail, mais enfin disons en gros, Chapour II, ça ressemble quand même pas mal à Chapour Ier, et dans certains cas, c'est assez subtil la différence, c'est d'après les rangées de perles au bas de la couronne, c'est
pas toujours très nette. Je crois qu'il y a, voilà, il y a des rois hormisdes aussi qui ont imité leur couronne. À la fin, tout se mélange. À partir de Péroz, ils ont tous tendance, à partir du moment où ils se mettent à avoir des ailes, des symboles astro, ils finissent tous par avoir la même couronne vers la fin. Alors, sur cette série donc, de l'école de cour, maintenant qu'on a un répertoire vraiment riche, on s'aperçoit qu'on a la quasi-totalité des rois sassanides, même des rois qui n'ont pas régné longtemps. Ça commence, la série quasi ininterrompue, commence avec Shapur II au IVe siècle, et ça va jusqu'au dernier grand roi, Khosrow II, 10 ans avant la conquête arabe. Donc, ces plats d'argent de l'école de cour ont fonctionné un peu de la même manière que la monnaie d'or. C'est-à-dire que dans la monnaie d'or aussi, on a des exemplaires de presque tous les souverains, mais ce n'est pas abondant. On voit très bien que c'est un monnayage à destination proclamative, politique, mais ça n'est absolument pas, c'est un monnayage de prestige, ça n'est pas de la monnaie courante. C'est beaucoup moins de la monnaie courante que n'était le monnayage d'or romain. Le vrai monnayage sassanide, c'est la monnaie d'argent. Bien. Alors, quelque chose qu'on peut dire tout de suite. Dans les plats attribuables à cette école, comme d'ailleurs à l'autre, on a une présence vraiment importante de Shapur II, donc qui règne au IVe siècle. Mais ça s'explique tout seul. Shapur II a régné 70 ans. Son règne, j'ai calculé, hein, il a régné plus longtemps que Victoria et aussi longtemps qu'Élisabeth II. À la différence de Victoria et d'Élisabeth II, il était roi dans le ventre de sa mère. C'est un fils posthume, donc il est roi dès le moment où il naît, en 309, et il vit 70 ans. Et là, Shapur II, véritable, à bien des égards, on va le voir pour le développement de ces écoles artistiques, Shapur II, c'est vraiment le deuxième ou le troisième fondateur de l'État sassanide. Le premier fondateur, c'est Ardashir, ensuite Shapur Ier avec ses conquêtes, et puis véritablement, dans beaucoup de domaines, les normes s'établissent, y compris religieuses, y compris la codification de l'Avesta, ça s'établit sous Shapur II. Alors, à l'heure actuelle, la série des plats de l'école de cour, donc à ligne couplée segmentée, vous me suivez toujours, semble commencer avec lui, mais avec un plat connu depuis peu de temps, collection privée, qui pose de gros problèmes. Bon. Alors, on voit tout de suite, c'est très amusant parce qu'il chasse l'autruche. On n'a que deux cas de plats sassanides où le roi chasse l'autruche. Alors, vous verrez après qu'ils ont chassé à peu près tout ce qui était chassable. Là, c'est l'autruche. Alors, étrange. Ce plat appartient à l'école, royale, ligne couplée segmentée, mais la couronne est celle du père de Shapur II, Hormisde II, qui a régné de 303 à 309, pas très longtemps. Mais le roi est un tout jeune homme, c'est un adolescent, il n'a pas de barbe. C'est le seul. Il n'y a aucun roi sassanide sur un plat qui ait été représenté sans barbe. Même sur les monnaies, les seuls représentés comme des rois adolescents, c'est tout à la fin. C'est vraiment tout à fait unique. Alors, on a dit, alors il y a plusieurs façons de voir ça. On peut se dire, bon, bah, finalement, Hormisde II, lui-même, il était peut-être très jeune quand il est arrivé sur le trône. Ça n'a pas l'air de fonctionner, parce que quand il est mort, il avait 4 fils, dont 3, semble-t-il, étaient adultes. Enfin, 2 au moins étaient adultes. Voilà, on n'a aucune raison de penser qu'il ait été un roi enfant ou adolescent. En revanche, Shapur II, lui, il commence très jeune.
Alors, l'idée à laquelle je m'arrête, faute de mieux, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Enfin, actuellement, c'est là où je trouve mon confort. C'est que c'est Chapour II, pendant sa minorité, et qu'on ne lui a pas encore donné une couronne à lui. Donc on lui a laissé la couronne de son père. Alors, ce qui pourrait être intéressant à commenter, c'est que bon, ce serait donc un reflet de la réalité historique, mais il y aurait peut-être aussi là un dialogue subtil avec Rome, parce que c'est exactement à cette époque que l'art officiel romain, notamment les plats, commence à mettre en évidence ce qu'on appelait les Kinderkaisern, les empereurs enfants. Bon, des empereurs enfants, il y en a toujours eu. Enfin, il y en a eu de... Néron, on monte sur le trône à 11 ans. Bon, mais là, on les met vraiment en évidence avec un statut équivalent à celui d'un empereur adulte, précisément à partir de ce moment-là. Alors voilà, le petit Licinius II. Alors on a un plat écrit au nom de son père, Licinius I. Ouais, c'est celui que Constantin a battu à la bataille du pont Milvius. Vous avez tous entendu parler de ça. Il a vu apparaître une croix dans le ciel. Par ce signe, tu vaincras. Et il a dit, bon, bah, si je gagne, je me fais chrétien. Voilà, c'est ça. En même temps que son père Licinius I, sur les plats, on a montré son fils, Licinius II. Licinius II, il a 7 ans. Et c'est absolument contemporain de la minorité de Chapour II. Donc, je me dis, peut-être là, il y aurait un effet d'imitation par rapport à ce qui se faisait à Rome. Alors, la deuxième école, fin du diaporama. Ah oui, alors là, c'est là où je vais complètement paniquer. Attendez, excusez-moi. Si j'ai besoin d'aide, je suis sûr qu'on va venir m'aider. Alors, hop, là, je fais PowerPoint. Attendez, je fais échappe. Ah oui, je vois. Hop. Mais miraculeusement, j'y arrive. Bon, et là, c'est plein écran? Non, alors je sais, il faut que j'aille là. Ah oui. Alors, la deuxième école n'a produit que des plats de chasse. Je vous dis, la première école, c'est surtout des plats de chasse, mais à partir du VIe siècle, il y a quelques scènes de trône. La deuxième école, on n'a que des plats de chasse. Alors là, Harper et Marchak sont d'accord pour la distinguer de la précédente sur les critères que j'ai dit, et ils ne sont pas complètement d'accord sur l'interprétation. Pour Harper, c'est une école provinciale située dans divers centres à l'est de l'Iran. Alors il faut savoir que pendant longtemps, en histoire de l'art sassanide, l'est de l'Iran, ça a été la poubelle de l'histoire de l'art sassanide. Quand on savait pas vraiment localiser quelque chose, on dit dans l'est. Et puis avec ça, vous vous débrouillez. Bon. Maintenant, on connaît quand même beaucoup mieux l'est, beaucoup plus en détail, on sait ce qu'il y avait. Alors, pour Harper, certains des rois, certes, peuvent être identifiés comme des rois sassanides d'après les couronnes, mais la majorité ont des couronnes trop divergentes pour qu'on puisse les identifier comme des rois sassanides. Alors, bon, elles pensent plutôt à des princes locaux, notamment, parfois, certains, la dynastie dite Kushano-Sassanide, dont j'ai été souvent amené à parler, qui est une dynastie vassale, probablement une branche cadette de la famille royale, qui ont gouverné en Bactriane pendant à peu près un siècle. Bien. Alors, Marchak n'est pas d'accord. Et moi, je vous dis tout de suite que je suis du côté de Marchak. Pour Marchak, c'est une deuxième école officielle, tout aussi officielle que la première, mais qui fonctionnait effectivement à l'est et principalement à Merv, d'après lui, hypothèse que je trouve très vraisemblable. Merv, c'est à la fois l'Iran et l'Asie centrale. C'est la ville qui a fonctionné comme capitale politique militaire de l'extension centra-asiatique de l'Empire.
On sait par exemple que sous Chapour II, à certains moments, quand il fait campagne à l'Est, il réside plusieurs années à Merv. On le sait par Ammien Marcellin notamment, l'empereur romain essaie de lui envoyer des ambassades, et puis les ambassades mettent un certain temps à le trouver parce qu'il réside à Merv depuis longtemps. Il y a des problèmes sur le front nomade à l'Est, et il y réside. Et d'ailleurs, alors ça se manifeste par une épithète de Merv qu'on trouve souvent, qui est Mervi Shahigan, qu'on a sur les monnaies. Merv la royale, c'est vraiment la deuxième grande capitale, après Ctésiphon. Donc, l'hypothèse de Marchak s'appuie sur cette circonstance historique, mais il y a du point de vue stylistique, il y aurait peut-être quelques arguments. On observe effectivement que sur cette technique de drapé souple, très élégante, on l'observe parfois sur des monnaies frappées à Merv. Les graveurs de monnaies pouvaient partager un peu les mêmes procédés avec les graveurs de plats. On a également certaines analogies dans le rendu des plis, analogies pas complètes, mais certaines analogies avec le rendu des plis sur les stucs de Bandian au Khorasan. Et on sait maintenant que les stucs de Bandian, de la résidence aristocratique de Bandian, qui ont fait sensation au moment de leur découverte, n'étaient pas isolés, puisque un article là va paraître dans Studia Iranica, et on voit maintenant qu'il y a une école locale. On a plusieurs sites en fait qui ont fourni des stucs du même style. La datation pose problème, ça peut être 5e, ça peut être 6e siècle. Bien. Alors, dans cette... Marchak distingue 8 ou 9 stades très bien séquencés dans cette école. Alors, au début, comme pour l'autre école, on a plutôt des princes. Alors voilà, le magnifique plat de Sari trouvé dans un site de la Caspienne, c'est un joyau du musée archéologique de Téhéran, où on a un personnage qui porte une couronne qui ne correspond absolument pas à une couronne royale connue, et d'ailleurs l'espèce d'ornement je ne sais pas trop comment le décrire, on dirait les petits gâteaux qu'on met dans les boules de glace, ne correspond pas du tout à ce que les rois portent sur leur tête. C'est un prince, c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas non plus vraiment le localiser. Le fait qu'il chasse le lion indiquerait quand même que ça se passe en Iran. Je vais être amené à revenir là-dessus. En Iran, on chasse le lion. En Asie centrale, on chasse le tigre. Alors, ensuite, on a... Ah oui, alors, des princes inconnus à nouveau. Et là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le premier, alors là, la proie, je vais être amené à revenir là-dessus, c'est plus un lion, c'est un tigre. On est vraiment à l'est. Alors, je dis tout de suite, les lions et les tigres. Des lions, il y en avait en Iran, à l'époque sassanide. Il y en avait encore au Moyen-Âge. Les dernières observations de lions d'Iran, c'est dans les jungles fluviales du côté de Suse, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que le lion d'Iran s'est éteint. Des tigres, il n'y en a jamais eu en Iran, sauf dans la Caspienne. Végétation de type plutôt tropical. Le tigre est vraiment caractéristique de l'Asie centrale, à la fois le long de la Moudaria, les forêts-galeries, et dans l'Indo-Kush. Ces tigres d'Asie centrale, ils ont existé quand même longtemps. Le dernier a été tué en 1973 au Khorezm et il est aujourd'hui empaillé au musée de Noukous. Des ouvriers à nous, à Echanoum, quand j'y étais dans la fin des années 70, nous disaient que
dans la jungle, voilà, la forêt fluviale pas loin du site, des gens du village avaient entendu ou vu des tigres. Mais bon, là, ces récits oraux sont difficiles à contrôler parce que le terme qu'ils employaient, c'était cher, qui veut dire à peu près toute espèce de grand félin. Ça peut être lion, ça peut être aussi tigre, et puis ça peut être aussi des panthères. Donc là, ce qui est sûr, celui du musée de Noukous, c'est vraiment un tigre. Alors, le personnage à gauche, donc, peut-être éventuellement, je me pose la question, sa couronne pourrait correspondre à celle d'un des rois Kushano-Sassanides, donc des contemporains de Shapur II au IVe siècle. C'est pas sûr. En tout cas, il est à l'est parce que vous voyez, il chasse le tigre. On ne voit pas très bien sur la vue, là, mais sur la diapo. Mais quand on voit la photo, ce n'est pas des lions, il y a les rayures du tigre. C'est des tigres. Celui à l'est, alors lui, il est extrêmement intéressant. Je me suis posé des questions sur l'authenticité, mais j'en ai discuté directement avec Harper et Meyers, qui sont tout de même... qui trient très sévèrement les plats dans les publications. Et en fait, ils l'ont vu, ce plat. Il est au musée Miho, au Japon. Et ils sont persuadés qu'il est authentique. Alors, là, vous voyez tout de suite la couronne. Alors, je vais vous montrer une vue plus grande. Et surtout, ce plat appelle des réminiscences littéraires. La couronne, on dirait un chapeau de bouffon. Bon. C'est une couronne qu'on n'a absolument nulle part. Nulle part. Donc c'est un roi, un vice-roi, un gouverneur, un prince apanagé. Très nettement, alors vous voyez là, c'est magnifiquement l'école à ligne continue ondulée. Et il ne chasse pas vraiment, il capture un poulain. Alors tout de suite, je ne suis pas le premier à avoir trouvé ça. Inagaki, qui a publié ce plat dans le catalogue du musée Miho, l'a tout de suite vu. C'est évidemment un clin d'œil au Shahnameh, à ce qu'était à l'époque le Shahnameh, le livre des rois, et l'exploit de Rostam quand il capture son poulain Rarch. Voilà. Je cite d'après la traduction récente de Pierre Lecoq. Je vous dis tout de suite, c'est une traduction qui n'est pas vraiment littérale, mais qui est tout de même un tour de force, qui est très élégante, se lit très bien, et il a rendu un immense service à nos études parce que maintenant, on a le Shahnameh sous forme lisible en français en un seul volume. Bon, alors avant, il y avait la traduction de Morle, mais un ouvrage difficilement accessible et dans un style tout de même un peu lourd et un texte qui n'était pas aussi sûr que le texte qu'on a maintenant. Alors, que lit-on ? Rostam assura son équilibre et se tint prêt, puis resserra un peu plus le nœud du lacet. Bon, là, il n'y a pas de lasso, mais enfin... Puis de toute sa force, il étendit son poing et appuya fortement sur le dos du poulain. Mais sous sa poigne, son dos ne ploya pas. On eût dit qu'il ne la sentait même pas. Rostam se dit « Voilà où je dois m'asseoir, c'est ainsi que je ferai des actes de gloire. » Bon, c'est évident que c'est ça qu'on a voulu représenter. Alors, pourquoi ce petit prince local s'est-il mis dans la peau de Rostam ? Alors, on pourrait dire « c'est Rostam ». Pourquoi pas ? C'est difficile d'y croire parce que Rostam, il a un habit en peau de panthère qui l'identifie très bien. On ne l'aurait pas représenté comme ça. C'est un souverain qui a voulu imiter l'exploit de Rostam. Alors, l'hypothèse que je fais, sachant que avec cette école artistique, on est plutôt à l'est, c'est que ça pourrait être un vice-roi du Sistan. Le Sistan, c'est le royaume dont Rostam était dit le prince héréditaire.
Il n'en a jamais été roi, mais il est le prince héréditaire du Sistan. Ça pourrait être là. Non, ce gouverneur, ce prince apanagé, aurait voulu manifester sa fidélité aux traditions du Sistan et se rattacher à la figure tutélaire de Rostam. Ça pourrait être aussi Kaboul. Rostam est aussi rattaché à Kaboul dans le Shahnameh parce que c'est là dont vient sa mère. Et sous Shapur II, époque dont semble dater ce plat, il y a un contrôle sassanide sur la région de Kaboul. Et même à un niveau assez élevé, puisqu'il semblerait même que l'atelier monétaire de la cour s'est transporté à Kaboul. Donc il y avait un gros investissement sur Kaboul. Ça pourrait éventuellement être ça aussi. Je vous dis tout de suite, ces plats avec... je serai amené à revenir sur ce thème, mais ces plats avec des images empruntées au légendaire national sont absolument exceptionnels. Il y en a extrêmement peu. C'est des raretés dans le répertoire. Bien. Par la suite, les personnages de cette école, donc à ligne continue ondulée, correspondent tous, presque tous, à un roi sassanide identifiable. Alors, vers le début de la série, à nouveau, peut-être à peu près en même temps que ce plat, on a un autre plat héroïque, montrant un exploit surhumain. C'est probablement Shapur II. Alors la couronne a plutôt l'air d'être celle de Shapur Ier. Certains disent que c'est peut-être Shapur II qui commémore son ancêtre. Bon, en tout cas, c'est tout à fait insolite. On n'a jamais d'image de roi sassanide tuant sa proie en étant un califourchon dessus. Et là, il tue un cerf. Alors, je vous dis tout de suite, je serai amené à revenir là-dessus. Quand on a deux animaux chassés qui apparaissent ensemble sur un plat sassanide et que c'est le même animal, dans la plupart des cas, très probablement, c'est le même animal. L'action est représentée de manière télescopique. La proie est représentée à la fois vivante et morte. Bien. Alors là, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Oleg Grabar, dans l'article dont j'ai parlé dans mon premier cours. Visiblement, ça fait écho à la manière dont on représente dans l'Empire romain le dieu Mitra sacrifiant le taureau. C'est vraiment proche. Alors, Mitra, comme vous savez, est un dieu d'origine iranienne. Et ça pourrait très bien coller avec cette idée dont j'ai déjà été amené à parler, de la compétition idéologique qui paraît vraiment forte au IVe siècle, compétition idéologique, compétition symbolique entre les Sassanides et Rome, et notamment pour l'appropriation de la figure de Mitra. C'est un thème que Shapur II a fait des guerres interminables avec les Romains, et l'appropriation de la figure de Mitra, on la voit très bien dans le cas du relief de Takibostan. Alors je vous dis tout de suite, il y a un problème sur l'identification des personnages. Il y en a deux qui sont sûrs. Lui, c'est Mitra, évidemment, avec ses rayons, et il tient le barsum, donc les baguettes magiques zoroastriennes, magiques, rituelles. Il est sur un lotus, alors certains disent que ça pourrait être peut-être le mettre en relation avec les provinces de l'Est. Voilà. Par terre allongée, on le sait depuis une étude de Trumpelmann, il y a une trentaine d'années, c'est Julien l'Apostat. La tête du roi vaincu est copiée sur la dernière série d'émissions monétaires de l'empereur Julien. C'est-à-dire que ce sont les monnaies que les prisonniers de la guerre de Julien avaient dans leur poche quand il a perdu la guerre, il a été tué, et Shapur II a gagné. Alors, évidemment, là, on a une scène d'investiture. Alors, on a pensé pendant longtemps
que c'était Chapour II, parce que c'est sa couronne, avec des merlons, qui investissait son frère qui va lui succéder brièvement, Ardashir II, qui effectivement, sur ses monnaies, a une couronne, une simple calotte. Bon, j'y ai cru, j'y crois plus trop. Je n'y crois plus trop. Je pense maintenant qu'il arrive que Chapour II porte ce type de couronne très sobre. Et comme c'est la couronne habituelle d'Ahura Mazda, il a voulu laisser au dieu sa couronne. Il n'allait pas prendre la même. Et la logique, c'est que c'est Ahura Mazda qui investit de la couronne de victoire, voilà, le principe du charisme royal, qui investit Chapour II. Je pense que c'est le... Et un auteur avec lequel je suis assez rarement d'accord, Abulollah Soudovar, a, dans un de ses nombreux ouvrages récents, attiré l'attention sur un point important, c'est que la tête du personnage de gauche touche un peu plus haut que celle de droite, touche un peu plus haut que l'autre. Donc il y a visiblement, il a les pieds plus hauts aussi. Donc la relation hiérarchique, elle va de lui à lui. Alors, donc, on a là Chapour II ayant vaincu l'empereur romain Julien, païen, qui, sur certaines de ses monnaies, se revendique de Mithra, même si, semble-t-il, il n'était pas initié au mystère de Mithra, vaincu avec l'appui de Mithra. Le message, c'est le Dieu que vous, les Romains, prétendez protéger vos empereurs et leur assurer la victoire, combat à nos côtés, et c'est notre Dieu à nous. C'est des choses qu'on voit vraiment maintenant. Un numismate du cabinet des médailles, Dominique Hollard, a beaucoup publié, il a d'ailleurs fait un article sur ce relief, en produisant des séries, pour son argumentation, des séries de revers de monnaie justement émis à l'époque des guerres entre Chapour II et Julien, et même un peu plus tôt, les guerres entre Gordien et Chapour II. Et on voit très bien qu'il y a du ping-pong idéologique, chacun des deux camps revendiquant la protection de Mithra. Tout ça pour dire que dans un contexte comme celui-là, il me paraît, je pense que Grabar avait raison, et que c'est un clin d'œil au sacrifice du taureau par Mithra tel que les Romains le représentaient, et que les Iraniens se réapproprient. Toujours dans cette série, oui, un plat qui... Alors voilà, je vous disais, parfois les couronnes posent des pièges. Alors voilà un exemple typique. Ce plat absolument magnifique qui est à l'Ermitage, on appelle le plat de Perm, pendant longtemps a été considéré comme, de manière sûre, appartenant à la dynastie vassale des Kushano-Sassanides. Voilà un des rois Kushano-Sassanides, Bahram II, qui porte cette couronne à tête de bélier. Mais voilà, Ammien Marcellin, quand il décrit Chapour II assiégeant la ville de Hamida, aujourd'hui Diyarbakir, dit qu'il a vu le roi Chapour et que ce roi avait une couronne à tête de bélier, ou du moins un casque à tête de bélier. Alors bon, on s'est dit, mais c'est pas la couronne de Chapour II, alors bon, Chapour II avait dû amener avec lui le vice-roi Kushano-Sassanide, et Ammien Marcellin a été mal renseigné. C'est pas le roi qui l'a vu, c'est son allié. Bon. Ça peut paraître quand même un petit peu bizarre que le roi des rois de l'Iran n'ait pas été clairement identifié pour tout le monde. Bien. Et puis depuis, patatras, on a une monnaie de Chapour II avec cette couronne. Donc il lui est arrivé d'avoir cette couronne. Alors, on peut même aller un petit peu plus loin dans la finasserie interprétative.
c'est normal qu'un roi qui s'appelle Vahram ait une couronne à cornes de bélier. Il y a d'autres cas, puisque Vahram, dieu de la guerre, a 6 incarnations animales, dont l'une est un bélier, un mouflon, un bélier furieux. Bien. Donc il y a un rapport. Bon, Shapur, il ne s'appelle pas Vahram. Mais dans les 2 cas où on le voit porter une couronne de bélier, il a besoin de la protection de Vahram. Quand il est à la guerre, il a besoin de la protection du dieu de la guerre. Donc ce serait logique qu'il ait la couronne à cornes à ce moment-là. Et ici, que chasse-t-il? Le sanglier. Et le sanglier est l'une des incarnations animales de Vahram, c'est même la plus fréquemment représentée. Donc là, bien entendu, tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense moi. On est sur un terrain assez mouvant où les certitudes sont rares et les hypothèses nombreuses. Bon, je me permets moi-même de faire des hypothèses, qui d'ailleurs en général n'appartiennent pas qu'à moi. Toujours pour cette école de l'Est, très commodément, alors pour vous donner une idée de la série, à l'époque où Marchak a publié son grand livre en 87, donc il y a plus de 30 ans, depuis on en a beaucoup d'autres. Hein. Regardez comme c'est cohérent. Hop, hop. Marchak a pris la peine dans son livre, il dessinait lui-même toutes ces illustrations. C'était un très bon dessinateur. Eh bien, il a représenté à l'échelle et avec les mêmes conventions, puisque c'est lui qui dessine tout, une série de 6 plats qu'il attribue à cette école, et ça permet, mieux que toute démonstration, de visualiser la cohérence des choix esthétiques. Donc là, c'est le prince inconnu dont j'ai parlé, là, qui semblerait ouvrir la série. Bon, ici, on a Péroz. Vous voyez, là, c'est très proche. Enfin, les deux, c'est des lions. Alors là, ce sont des... il faut que j'aille voir. C'est peut-être... non, ça serait quand même plutôt des lions. Bon. Voilà. Ici, on a Péroz. Et puis, ici, on a donc notre Shapur 2 qui fait le geste de Mitra. Ici, on a Bahram 5, Bahram Gur, un plat que j'ai montré et que je vais remontrer parce qu'il pose, il a à mon avis un sens très riche. Et puis voilà encore d'autres exemples. Yazdgir 2 et un des derniers de la série, ce serait Kavad qui chasse un onagre. Alors vous voyez la diversité des proies. Hein. L'onagre, le zébu sauvage, le lion, le sanglier. Voilà. En fait, maintenant, Marchak devait connaître, bon, je connaissais peut-être une dizaine de ces plats, avec la multiplication des trouvailles apparaissant sur le marché des antiquités, on s'aperçoit maintenant que cette série devait être aussi exhaustive que l'autre. C'est-à-dire que pratiquement chaque souverain sassanide avait son plat. Donc, je pense comme Marchak que les 2 séries étaient officielles et que l'art officiel sassanide s'appuyait sur 2 jambes. Une jambe à l'ouest, le Fars, les vieilles provinces historiques, le Fars, la Médie avec Hamadan, la Mésopotamie avec Ctésiphon, une jambe à l'est, au Khorasan. Et ça rejoint tout à fait les conclusions qu'adoptent maintenant des archéologues iraniens travaillant au Khorasan sur le fait qu'il existe là une école qu'on ne va pas dire provinciale, parce qu'elle est tout aussi brillante et prestigieuse que l'autre, mais il y a un style du Khorasan dans les plats, il y a un style du Khorasan dans l'argenterie, dans les stucs,
ça entretient des rapports avec les pays d'Asie centrale, et on voit très bien que, encore une fois, les Sassanides ont marché sur deux jambes. Une jambe, c'était Ctésiphon, la frontière romaine et les vieilles provinces historiques de l'Iran, et une autre jambe, c'était Merv, qui était la fenêtre vers l'Est. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Voilà. On va maintenant qu'on a délimité, mieux délimité le répertoire la chronologie, le répertoire des deux écoles, nous allons examiner plus en détail encore, on va descendre encore plus dans le détail et dans les comparaisons et s'attacher aux thèmes. Il y a trois thèmes principaux. Dans l'école de l'Est, il y a un seul thème, c'est la chasse royale. Et un peu le légendaire national. Dans l'école de l'Ouest, il y a trois thèmes. La chasse royale, le légendaire national et les scènes de trône. Alors, le thème qui numériquement écrase tous les autres, c'est le roi à la chasse. Ce n'est pas par hasard que l'un des premiers livres de Prudence Harper sur les plats sassanides s'appelait The Royal Hunter, qui était en fait issu d'une exposition. C'est vraiment le répertoire principal. Alors, curieusement, on n'a aucun plat sassanide qui nous montre une scène de bataille ni une scène de triomphe militaire. Jamais. On les a sur les reliefs. C'est même le répertoire principal. Alors, sur le relief, on a aussi la chasse, dans certains cas, assez rarement. Mais sur les plats, on n'a jamais la guerre. Alors ça, c'est une différence tout de même avec le répertoire romano-byzantin, où on a des scènes de combat et on a des scènes de triomphe. Donc, on l'a dit, les premiers plats de chasse sassanide, datables, paraissent montrer plutôt des vice-rois, des princes, et à partir de Shapur II, dans les deux écoles, on voit que s'installe le monopole royal. Le seul personnage qui peut être montré chassant à partir du règne de Shapur II, c'est le roi. Ce qui pourrait correspondre historiquement avec le fait que c'est précisément sous Shapur II qu'on voit disparaître la plupart de ces vice-royautés, monarchies vassales, etc. En fait, ça ne subsiste plus qu'en Arménie et à l'Est, donc avec les Kushano-Sassanides. Sinon, le roi des rois, on ne peut même plus parler de roi des rois. C'est le roi tout seul. Bien. Alors, tout de suite, ce que vous avez tout de suite vu sur un certain nombre, disons assez important des plats que nous avons vus, que fréquemment, je ne dis pas toujours, mais fréquemment, on a le même animal représenté deux fois. Parfois attaché par les pattes. Voilà, les lions. On a vu ça avec les sangliers, on a vu ça avec les lions. Et dans un cas, disons, un animal est clairement mort et l'autre est en train d'être tué. Alors, on a supposé depuis longtemps, et je pense que c'est vrai, que c'est le même animal, c'est la même scène, qui est représentée à deux stades différents. Donc, c'est une composition télescopique. L'animal en train d'être tiré et l'animal mort, avec un seul chasseur, donc, qui est le roi. Alors, d'où est-ce que ça sort? Ça, c'est un mystère, parce qu'on n'a pas ça avant. Ça a l'air d'être une innovation. Sur par exemple, les scènes de chasse les plus connues pour les époques antérieures, les chasses assyriennes, on n'a pas ça. Alors, il y a un endroit où on observe la même chose. Ce sont des peintures de Hatra, un site en Haute-Mésopotamie, conquis par les Sassanides
vers 240, et ces peintures sont antérieures à la conquête sassanide. Et là, enfin peinture, c'est plutôt des dessins. Et là, on voit un chasseur qui charge un sanglier et l'autre, eh ben, le même sanglier a l'air d'être par terre et il est mort puisqu'il a les pattes raides. Ce chasseur n'est pas un sassanide, vous voyez, il a un turban. Mais la façon dont son cheval est représenté rappelle, et le galop volant, rappelle pas mal l'art sassanide. Et donc, l'hypothèse pourrait être avancée, elle ne l'a été que très prudemment, que dans la formation, dans l'art sassanide en formation, qui a évidemment plusieurs sources, une des contributions aurait pu être les artistes de Hatra. Et ça pourrait être eux qui auraient introduit ce procédé. Voilà, ben je vais en rester là pour aujourd'hui. Nous examinerons ensuite la diversité des espèces, les techniques de chasse, et puis ensuite on en viendra au thème héroïque et également aux scènes de trône. Alors je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.